et bienvenue sur Europe 1 dans la libre antenne, à vous, rien qu'à vous, où on parle de vos vies. En cette veille de week-end, peut-être êtes-vous très impatient de vivre ces 2 jours, peut-être vous êtes-vous programmé 1001 courses, un plein d'activités, mais cette fin de semaine est aussi un moment propice au repos, à l'exercice de la patience, un moment privilégié où on ralentit le rythme. Car tout nous pousse à l'impatience, les nouvelles technologies, le stress nés des contraintes multiples. Notre société de consommation nous apprend tellement à ne supporter aucune frustration qu'elle nous rend très impatients. Il n'y a plus de distance entre désir et satisfaction immédiate. Résultat, nous sommes de plus en plus étrangers au rythme de maturation des choses. On finit par en oublier que rien ne s'accomplit dans l'instant. La patience est essentielle. Elle permet de mûrir les décisions, les résolutions. Elle aide aussi à mieux vivre les efforts, les imprévus, les déconvenus de l'existence et ses grandes souffrances comme la maladie ou le deuil. Elle laisse autant sa chance, celle d'accomplir son œuvre de maturation naturelle. Bien apprivoisée, la patience nous aide à devenir plus tolérants et à ne plus nous laisser démolir par les déceptions et les rejets. Alors il est essentiel de s'accorder un moment pour ressentir en quoi l'action que l'on a accomplie nous a nourris. Les moments où l'on doit patienter peuvent nous servir à penser et à ressentir. Être, ce n'est ni faire ni avoir, et la vie se charge de nous apprendre constamment à cultiver cette attitude précieuse, car elle est toujours mise à l'épreuve. Alors cette patience, eh bien, elle nous donne une chance d'apprendre quelque chose. Alors prenons le temps ce soir de se parler, de nous confier, de penser un peu aux événements de notre vie. Nous avons 2 heures devant nous, du temps long, quelle chance. Quentin et Corentin sont là pour vous accueillir et accueillir vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Et puis j'en profite aussi pour attirer votre attention sur le changement d'horaire exceptionnel de l'émission dimanche soir, c'est-à-dire après-demain. La saison de sport marquant une pause, nous passerons 3 heures ensemble. L'émission débutera exceptionnellement à 22h10 après le journal. Vos appels sont donc les bienvenus dès 21h au 39 21. Notez bien ce rendez-vous de dimanche soir, 22h10, début de l'émission. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Bienvenue. Je suis très très impressionnée en fait, de vous parler. Je disais à Corentin au téléphone, je crois que j'écoute cette tranche-là depuis 97 ou 98. Oui, j'ai 35 fidèle. ans. Voilà, Oui. j'ai 35 ans, donc ça vous laisse imaginer. Ah oui, vous aviez 18 ans, quoi, c'est ça? Voilà, c'est Oui. mes insomnies. C'est mes insomnies qui... Insomniaque depuis l'âge de 18 ans, Natacha? Un peu même avant. Un peu même avant. Voilà, je suis une grande anxieuse, une grande stressée. Ouais. Donc, la patience, comme vous disiez, moi, c'est pas, voilà, le doute, tout ça, c'est pas trop. Je suis pas très à l'aise avec tout ça. Ouais. Donc, en fait, je vous ai envoyé un mail dans la soirée Oui. parce que je traverse un moment pas simple du tout depuis à peu près 2 mois maintenant. Mon mari, ça fait 10 ans qu'on est revenus ensemble, on se connaît depuis 13 ou 14 ans. Et puis, suite à une réflexion un peu banale, une petite chose un peu qu'il a dit sans importance, mais qui, moi, m'a beaucoup touchée, on est arrivé un peu à se disputer, en fait, et les choses ont pris des proportions assez intenses. Donc, il m'a dit qu'il voulait, lui, se recentrer, qu'il avait besoin de se recentrer sur lui, en fait. Et j'ai l'impression, moi, d'être un petit peu laissée sur le côté de la route, un petit peu abandonnée. Donc, en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi je réagis comme ça. Parce que du coup, c'est arrivé au point où je pleure plusieurs fois par jour, où j'ai à nouveau du mal à dormir, où je fais des cauchemars, où j'ai un peu peur de l'avenir. Et j'ai l'impression d'être à nouveau quelqu'un d'assez fragile, d'assez démunie. Je suis un petit peu perdue, en fait. Oui. On comprend, Natacha, qu'effectivement, si votre mari, en fait, vous dit qu'il a besoin de se recentrer et que ce besoin-là, il vous le communique au moment où vous avez eu une forte dispute qui, alors vous allez nous le dire, mais qui manifestement est pas vraiment réglée. Du coup, c'est un peu comme une punition pour vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné où vous êtes
un peu, voire très anxieuse ou malheureuse, vous avez en face de vous un mari qui, au lieu de vous épauler ou de dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, vous dit je vais faire tout seul. En fait, c'est ça. Si vous voulez, c'est que voilà, on est ensemble depuis 10 ans, on a 3 enfants, Oui. on est très complices, on s'est toujours énormément parlé, on a énormément beaucoup partagé beaucoup de choses, on communique beaucoup. Oui. Sauf qu'il y a 2 mois, il s'est passé, voilà, il y a eu une petite chose qui, moi, m'a profondément blessée. Lui, une fois que ça a été dit, c'était fini, il était passé à autre chose. Et puis moi, du coup, ça m'a travaillé parce que j'attendais des excuses le lendemain qui ne sont pas vues. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Et du coup, je suis pas très rancunière d'habitude, mais j'ai pas beaucoup de confiance en moi, donc c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué, même beaucoup. Donc du coup, le week-end d'après, on en a reparlé, c'est passé en dispute, et il m'a dit à la suite de cette grosse dispute-là, le lundi de Pâques, je m'en souviens, il m'a dit que quelque chose avait été cassé à ce moment-là, et que voilà, il avait besoin de se recentrer. Donc du coup, j'ai l'impression de plus avoir cette complicité là maintenant, en fait, d'avoir comme si on avait besoin de cheminer tous les deux de notre côté, mais du coup j'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui fait, Natacha, qu'avant vous arriviez, parce que j'imagine que c'est pas la première dispute dans le couple, donc qu'est-ce que cette dispute-là a de différence avec d'habitude, puisque d'habitude vous arriviez à communiquer, là vous dites cette dispute-là elle marque un tournant? Parce que je pense que sur cette dispute-là, il y a des choses qui ont été dites, qui m'ont, moi, profondément marquée, qui m'ont profondément de sa choquée. part, à lui, il a dit certaines choses. Voilà. Quoi, par exemple, qu'il avait jamais dit auparavant? Que j'étais insupportable, à vivre, que j'avais un très mauvais caractère, etc. Ce que je conçois complètement. Je suis quelqu'un d'hypersensible, pour le coup. C'est pas dit comme ça. Ça me suit sur mes carnets de notes et mes livrets scolaires depuis la 3e ou 4e. Tous mes professeurs principaux ont dit que j'étais une élève trop sensible, qui prenait les choses trop à cœur, trop anxieuse, etc. Mais c'est comme, je suis comme je suis, et finalement c'est un défaut comme une qualité, du coup. C'est pas un défaut, Natacha, je vous arrête. C'est quelque chose qui constitue aujourd'hui, vous pensez, un trait de personnalité, mais c'est parce que vous n'avez pas trouvé de lieu à l'intérieur de vous-même pour vous sentir en sécurité. Alors tant qu'il y aura pas ça, mais voyez, c'est pas définitif, c'est pas un état. Voilà. Ouais, mais cette hypersensibilité-là, cette anxiété en permanence, je me trouve, moi, vulnérable, en fait. Oui, je ne sais pas bien comment sûr. vous dire. Bien sûr que vous trouvez vulnérable. Et du coup, j'ai eu le malheur de lui dire que si dans 6 mois, il ne changeait pas de comportement avec moi, on envisagerait peut-être de... Je l'ai dit sous le coup de la colère, en fait. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas aimé du tout, en fait. Mais qu'est-ce que vous attendez quand vous avez repris la discussion? Parce que vous envoyez comme ça des choses à la figure dans l'énervement, parce que finalement chacun renvoie à l'autre son comportement. Lui vous dit t'es insupportable, et vous lui dites si tu changes pas de comportement, on pourra pas continuer ensemble. Donc chacun dit à l'autre je ne supporte pas ton comportement. Maintenant, une fois que vous vous dites ça, est-ce que vous pouvez, ou est-ce que vous avez tenté de reprendre la discussion en disant qu'est-ce qui dans ce comportement, voyez, parce que un couple, on est en co-responsabilité dans les comportements des uns et des autres. En fait, il me reproche, moi, de le traiter un peu comme si j'étais sa mère. Peut-être, je suis trop directive, trop... Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un d'un peu trop strict. J'aime beaucoup parce que je suis tellement anxieuse que ça me rassure que les choses soient carrées de ça. Voilà, donc vous cherchez à tout contrôler comme tous les grands anxieux. Voilà, et à tout maîtriser. Ça m'apaise. C'est stupide, mais ça m'apaise. Oui, c'est la sécurité que vous tentez de trouver. Voilà, et lui, c'est quelqu'un qui n'est pas extrêmement démonstratif. Et moi, j'ai besoin qu'il me prenne dans ses bras, des choses comme ça. Et je sais que c'est quelque chose qui lui demande d'origine déjà un peu... il le fait avec ses enfants, mais par rapport à des gens de son âge, entre guillemets, c'est pas quelque chose de naturel pour lui. Il est extrêmement tendre avec ses enfants, c'est un père exceptionnel. Et alors Natacha, vous qui le connaissez quand même depuis plus de 10 ans maintenant, qu'est-ce qui vous a attiré alors même qu'il ne vous apportait pas cette tendresse dont vous aviez besoin? Parce que pour moi, heureusement qu'il ne montre pas, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est un homme,
c'est un artiste, vraiment. Il dessine, il joue de la musique, ça c'est ce qu'il est. Voilà, c'est quelqu'un avec qui je peux parler de tout. Oui. C'est Ouais. quelqu'un. Là, vous me parlez de la relation, qui, c'est autre chose. voilà, Ouais. mais on peut parler vraiment de tout. Même quand on n'était plus ensemble, on a passé 2 ans et demi sans être ensemble. Quand vous dites parler de tout, c'est aussi parler de la relation, de ce que vous vivez ensemble. Oui, exactement. Mais D'accord. pendant très longtemps et 3 semaines avant cette énorme dispute, je me souviens, on revenait de chez ses parents dans la voiture, il me disait qu'il ne pourrait rien nous arriver tellement on était complices et tellement. Mais alors est-ce que vous lui avez demandé, Natacha, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il vous dit que vous êtes insupportable et difficile à vivre, alors que si je comprends bien, ça fait 10 ans qu'il vous tient un discours où c'est formidable de vivre avec vous. Il y a un paradoxe. Mais parce qu'en fait, il m'a dit que j'étais quelqu'un. En fait, je suis une personne un peu en surpoids. J'ai une mauvaise image de moi. Et il m'avait dit une fois qu'il avait que le fait que ma capacité, mon intelligence, enfin, je n'aime pas dire ça, mais je pouvais, avec moi, il pouvait m'emmener partout parce qu'il n'aurait jamais honte de comment je parle, de qui je suis, etc. Et c'est, je sais pas, il m'a dit qu'il traversait une mauvaise passe, donc il m'a dit ça il y a 2-3 jours, qu'il traversait une passe un peu difficile et qu'il avait besoin de se recentrer. Et je sais pas si c'est juste ça, je sais pas si c'est Natacha, ce serait important que vous lui demandiez, parce que insupportable, ça signifie il y a quelque chose en toi que je ne supporte plus. C'est ce quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? C'est le côté dirigiste, c'est le côté. D'accord. Alors, si j'étais sa mère. d'accord. En fait. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Mais j'ai essayé. En fait, j'essaye. Par exemple, j'ai du mal à. J'ai tellement peur de le perdre. C'est vraiment stupide, mais en fait, j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai lui, mes enfants. J'ai mes grands-parents que j'aime infiniment, enfin voilà, mais il y a lui et les enfants, en fait. J'ai pas d'amis parce que je suis quelqu'un d'assez. J'ai du mal à me lier avec les gens parce que souvent j'ai été déçue par les relations amicales où on a abusé un petit peu de ma gentillesse et tout ça. Donc en fait, lui, c'est la seule personne qui me connaît. Je crois que c'est la personne qui me connaît le mieux, en fait. Et, en tout cas, jusqu'à présent, vous vous sentiez en sécurité avec lui. exactement. Et vous ne vous sentez plus en sécurité depuis cette dispute. Voilà, j'ai peur de le perdre, en fait, tout simplement. Depuis la dispute? Oui, mais même avant, enfin, je suis assez jalouse. Enfin, j'ai peur. J'ai tellement peu confiance en moi que j'ai peur qu'il rencontre quelqu'un de entre guillemets mieux que moi et qu'il s'en aille, en fait. Ouais. Et peut-être que ce côté dirigiste, il vient de là. Qu'est-ce qui a provoqué cette dispute, Natacha? En fait, on était invité à un mariage d'une amie qu'il avait rencontrée sur Internet. Et je regardais ailleurs. Enfin, c'est stupide, hein, mais et je suis tombée. Et il m'a dit, mais enfin, tu me fais honte, t'aurais pas dû tomber. Il y a des gens qu'on connaît pas, mais ça a duré un quart de seconde, en fait. Et après, il s'en est voulu. Je sais qu'il ne le pensait pas. Enfin, c'est juste ça. Et en fait, il y a énormément de choses qui sont remontées à la surface à ce moment-là. Ouais. C'est que ça a été un événement déclencheur, en fait. Oui, parce que j'aime pas l'image que j'ai de moi physiquement. Même oui, c'est ça. Donc le mot honte vous a renvoyé chez vous à la honte que vous avez de vous-même. Exactement. Et j'ai essayé de lui expliquer que c'était par rapport à ça. Et moi, il m'a dit, je te le dis sur le moment pour pas finir de gâcher la soirée, pour pas faire la tête. Il m'a dit, je l'ai dit en pensant qu'après on allait passer à autre chose. Il pensait pas que c'est quelque chose qui me marquerait comme ça. Donc c'est une maladresse de sa part, d'une certaine manière. Je pense qu'il l'a dit pour exorciser les choses sur le moment, comme il aurait pu me dire, oh, franchement, t'exagères, ou, alors, Natacha, franchement, je suis mal à l'aise. Maintenant qu'il vous dit ça parce qu'il vous donne des éléments de compréhension, qu'est-ce qui fait que vous ne les acceptez pas, et le fait d'avoir repris la discussion une semaine plus tard, pourquoi c'est reparti en dispute encore? Parce qu'en fait, j'attendais des excuses qui ne sont pas venues. J'attendais qu'il me dise... Mais l'excuse, c'est de donner l'élément de compréhension, l'excuse. C'est ça. Mais j'aurais aimé qu'il me dise, les mots ont dépassé. Je suis désolée. J'aurais pas dû ça. Oui, je crois que j'attendais ça. Il n'a pas dit, je suis désolée. Non, il l'a pas. Et c'est ça qui m'embêtait. Et pourquoi vous lui avez pas dit ça? J'ai besoin que tu me dises que tu es désolée. Je lui ai dit, mais il m'a dit qu'il n'en voyait pas l'intérêt. Il m'a dit, moi je l'ai dit sur le moment et après je suis passée à autre chose. Et ça, je pense que j'ai vu. Ouais. Et du coup, les choses se sont enchaînées. Ouais. Voilà.
il y a beaucoup, enfin, Natacha, dans ce que vous racontez, parce que ça pose plusieurs questions, c'est que vous cherchez en fait à contrôler votre environnement extérieur et notamment vos proches, et lui en particulier, pour voir une sécurité à l'intérieur de vous. Or, oui. notre sécurité intérieure se trouve pas à l'extérieur. Vous pouvez tenter de contrôler tout ce que vous voulez. D'abord, c'est incontrôlable et on ne contrôle pas les autres. Et la sécurité que peut se donner un être humain, elle est à l'intérieur de lui-même. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous donner à vous une sécurité à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes en thérapie? Est-ce que vous faites un travail sur vous? Non, là, j'avais commencé une thérapie, j'étais enceinte de ma fille. Oui. Parce que j'ai des relations très compliquées avec mon père, et c'est ce que je disais à Corentin au téléphone et je l'ai écrit dans le mail. J'ai une relation très 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 difficile avec mon père. J'ai cherché l'amour de mon père depuis aussi loin que je me souvienne. J'ai entendu mon père dire que jusqu'à 5 ou 6 ans, j'étais une petite poupée russe, que j'étais parfaite, que j'étais belle, etc. Et puis après, physiquement, j'ai changé. Il a toujours pensé que ma sœur était plus fragile que moi j'avais pas besoin qu'on s'occupe de moi, entre guillemets, comme si il m'a dit que j'étais son bâton de vieillesse, etc. Et en fait, j'ai cherché l'approbation, l'amour de mon père en permanence, en fait. Tout en étant dans la honte. Et on retrouve pourquoi cette dispute, en fait, a été si importante pour vous, c'est que ça a réveillé son... J'ai entendu mon père... une fois, il a surpris une conversation que j'avais avec ma sœur où voilà, moi j'ai eu mon premier petit ami, je devais avoir 20 ans, j'avais pas embrassé de garçon avant, voilà, par rapport à mon surpoids, j'étais très très mal à l'aise, et je me souviens une fois mon père où j'étais pas très bien, il m'a dit mais c'est pas, enfin, ne t'étonne pas avec la gueule que tu auras jamais personne dans ta vie, et parce que je faisais la tête, parce que j'étais pas, et c'est des choses, enfin, même quand on a 17 ans, ça marque, mais on a beau savoir que... Oui, donc vous cherchez à être restauré par un homme. C'est d'ailleurs, vous voyez, un peu amusant, Natacha, vous dites que votre mari vous prend peut-être pour sa mère, mais c'est vous qui cherchez un père au travers de votre mari. Et qui cherchez l'amour du père en cherchant l'amour de l'homme. Natacha, pourquoi vous avez arrêté de faire un travail sur vous, et pourquoi vous n'êtes pas, justement, vous ne vous faites pas aider, hein? Il y a Valette Cœur qui dit toute votre vie repose sur votre compagnon. C'est une charge très lourde à porter pour cet homme que vous voulez enchaîner par vos peurs. Ouvrez-vous au monde qui vous entoure. Alors moi j'ajouterais vraiment, c'est important là, Natacha, vous de travailler à vous donner cette sécurité intérieure que vous n'avez pas, à restaurer le regard de l'homme et celui du père, et à faire la paix. Il y a beaucoup de chantiers pour vous la mener. Mais je pensais que ça s'était un petit peu arrangé, parce que voilà, je suis restée, je crois, 2 ans et demi, 3 ans sans parler à mon père. Et il a fait, lui, le premier pas de me rappeler, de me dire que j'avais raison, que ce que je lui reprochais était juste, qu'il n'avait pas été correct avec moi, enfin correct, ou qu'il n'avait pas agi avec moi comme il avait agi avec ma sœur. Oui, donc ça vous a apaisé, et vous avez pensé que ça suffirait pour continuer votre chemin. C'est ça ? Oui, voilà. Puis c'est vrai que j'ai arrêté la psychanalyse. Non, c'était une psychiatre que j'allais voir. Donc la psychiatre... Quand ma fille est née, tout ça, j'ai quand même 3 enfants. Je me suis dit, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui fait beaucoup ? La maison, les enfants, la thérapie. Pourquoi la thérapie fait beaucoup au milieu des enfants ? C'est parce que vous allez vous consacrer 1 heure tout au plus par semaine que ça va faire trop. Dans mon planning, c'était compliqué. Voilà, mon mari travaillait dans le commerce. Mais vous savez, Natacha, moi je m'adresse aussi à la maman que vous êtes. Et quand on devient parent, jeune parent, et qu'on met au monde des enfants, c'est important aussi de faire ce chemin avec soi pour ne pas que nos enfants emportent avec eux dans leur vie nos bagages. Parce que ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que c'est vos enfants que vous chargez de vos bagages. Oui, mais en plus, je lis beaucoup de magazines. Voilà, la psychologie. Oui, mais les réponses sont pas dans les magazines, Natacha. Votre réponse, elle est unique. Chaque individu, bien sûr, lire des magazines, des bouquins de psy, voilà, ça peut aider. Mais vous avez une histoire unique et singulière. Chacun a cette histoire unique. Et qu'il n'y aura pas de réponse qui aille à tout le monde.
tout le monde. Vous voyez, aucune réponse ne peut être tout le monde. Vous pouvez comprendre des mécanismes, mais pour autant, votre émotion, votre histoire, ce qui s'est tissé à l'intérieur de vous, quand vous me parlez à la fois de honte, de relation à votre père, de contrôle de votre mari, tout ça tisse votre propre histoire. Et là, il n'y a aucun livre qui va vous dire quoi faire, parce que c'est pas quelque chose à faire, c'est qui être. Et là, vous me parlez vraiment effectivement, et je la ressens, votre anxiété, vos tentatives de contrôle quand vous dites votre hypersensibilité. Vous voyez, ce qui est important, Natacha, c'est que si vous faites ce travail, votre sensibilité, elle est très belle, elle donnera le meilleur d'elle-même. Là, elle peut pas donner le meilleur d'elle-même parce qu'elle est comme un système sous stress qui est en permanence surexcité par un environnement qui est vécu comme hostile. Vous dites que vous n'avez pas d'amis, que vous avez besoin de vous protéger. Donc quel dommage quand on est sensible comme vous de ne pas en faire quelque chose de magnifique de cette sensibilité. Mais j'ai beaucoup de mal à me lier avec les gens. Je suis pas à l'aise du tout. Mais c'est normal puisque vous n'êtes pas en sécurité à l'intérieur de vous. L'autre vous devient un danger. Tout autre devient un danger pour vous. Vous êtes en danger permanent, Natacha, avec vous. C'est comme là, mon mari m'a dit qu'à partir de maintenant, entre guillemets, il s'obligerait plus à faire des choses qu'il a plus envie de faire pour me faire plaisir. Ça, je peux le comprendre. Sauf que, intellectuellement, je lui dis que je peux le comprendre, mais affectivement, c'est des choses que j'ai du mal à comprendre. Là, par exemple, on va chez mes parents pour la fête des mères, il m'a dit qu'il voulait pas venir, parce que la relation entre mon père et lui se passe pas forcément très bien non plus. Et on part au Portugal cet été pour le mariage de mon frère et il a dit qu'il viendrait pas non plus. Et il m'a dit parce que j'ai pas envie Natacha, de m'obliger. Vous ne rentrez pas du tout dans la compréhension et dans l'empathie de ce qu'il vit, donc il fuit. Votre mari il est en train de prendre la fuite et en fait la peur que vous avez, elle est en train de se réaliser parce que bien sûr, vous ressentez quand même bien les choses par rapport à ça. Et donc, vous lui remettez des pressions parce que vous êtes très en attente. Alors, je comprends tout à fait que quand on est anxieux, hypersensible comme vous, on soit très en attente. Mais c'est pas votre mari qui va vous pourvoir cette sécurité. Et lui doit sans doute, vous voyez, arriver, il doit être en train de toucher ses limites. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans un couple? C'est que vous le mettez en échec quelque part, votre mari. À constamment lui dire qu'il n'est pas au bon endroit avec vous, que vous attendez ça de lui, que vous avez besoin de lui comme ci, comme ça, il finit par se dire quoi? J'y arriverai jamais. Je serai jamais au bon endroit pour elle. Parce que vous ne l'entendez pas. Et c'est pour ça que c'est important pour vous d'aller vous donner à vous-même ce dont vous avez besoin pour retrouver une relation avec plus d'équilibre avec votre mari, parce que la relation est déséquilibrée comme deux plateaux de la balance où ça penche trop d'un côté. Vous voyez, il faut remettre un peu de poids dans l'autre sens pour que la balance s'équilibre. Comme dit Pascal de Rennes, elle dit « Votre mari est tout pour vous, un époux, un père », et ça, c'est pas possible. Vous voyez, un thérapeute, et c'est pas un magazine qui va vous accompagner, faites-vous confiance. D'accord. C'est vraiment important, Natacha. Je me permets vraiment d'insister parce que c'est dommage. Vous voyez, vous me parlez d'un joli couple, de 10 ans de complicité, de 3 enfants. C'est pas rien tout ce que vous amenez là. Surtout qu'on notre histoire elle est magnifique parce qu'on s'est rencontrés sur une erreur de numéro de téléphone. Oui, alors en plus il y a une belle une belle mythologie du couple. Natacha, attention parce que là il y a quelque chose à prendre à vous. Enfin, j'ai envie de vous dire, vous voyez, j'ai mes bras qui bougent. Vous prendre dans vos bras personnels. Vous dites que vous aimeriez votre mari vous prenne dans ses bras. Prenez-vous vous-même dans vos bras pour qu'il puisse le faire, parce que. Mais le problème, c'est que c'est peut-être dire, mais je me déteste tellement. Je comprends, Natacha. En fait, je me trouve rien. Oui. D'ailleurs, j'ai du mal à me dire, mais en fait, je me demande pourquoi il est avec moi. Oui. Parce que j'ai l'impression que je n'ai rien. Oui. Et du coup, à tel point, vous voyez, que vous négligez le soin de votre âme. Vous n'êtes pas rien, Natacha. On est tous des êtres et qu'il y a une rencontre à faire entre vous. Si vous ne vous regardez pas avec un petit peu, je dis un petit peu, au jour d'aujourd'hui, un peu d'amour, un peu de bienveillance, un peu quelque chose qui puisse, vous voyez, d'aller regarder un peu à l'intérieur de vous, de faire connaissance avec vous.
Voyez, imaginez que vous viviez, Natacha, à l'intérieur de vous, en ennemi dans votre propre maison. Vous vous fuyez en permanence. Et vous dites à votre mari, mais fais quelque chose de moi, parce que moi, avec moi, je ne peux rien faire de moi. Ben c'est ça, c'est pour ça que je supporte pas d'être toute seule, parce que quand je suis toute seule en face à face avec moi, c'est pas supportable. J'y arrive pas, et parce que. Et en même temps, Natacha, et je suis vraiment, enfin, j'ai même du mal à le dire, mais je suis vraiment bienveillante avec les gens. Je suis quelqu'un de très gentil. Oui. J'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Je suis quelqu'un, j'aime aider les autres, j'aime les porter, etc. Mais quand il s'agit de moi, c'est des choses, je n'arrive pas à le faire. C'est même me regarder dans un miroir, c'est compliqué pour moi, parce que quand je me regarde dans un miroir, mais vraiment souvent, je me dis, mais il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Natacha, il y a une histoire de confiance à avoir aussi dans votre mari. Il vous a aimé comme ça, il vous aime comme ça. Donc si cet homme que vous aimez vous a regardé, accepté, épousé, fait 3 enfants tel que vous êtes, c'est bien que vous êtes aimable. Alors, au lieu d'attendre, plongez-vous dans ce regard-là, dans ce qu'il vous a offert, en tout cas peut-être pas aujourd'hui que c'est un peu tendu, mais en tout cas dans ces 10 années, pour vous dire, il y a bien quelque chose chez moi, chez Natacha, qui fait que Natacha, elle était digne d'être aimée et qu'elle est aujourd'hui maman de 3 enfants. Ça, c'est le point de départ. Ça, j'ai juste envie de vous dire, c'est le point de départ. Et ensuite, d'aller vraiment vous rencontrer parce que vous êtes la seule qui puisse faire quelque chose pour vous. Les autres peuvent pas faire quelque chose pour vous, Natacha. Quand je dis peuvent pas, c'est que avec tout l'amour que vous donne votre mari ou qu'il vous a donné, en tout cas jusqu'à présent, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, ça ne vous remplira jamais. Parce qu'il y a comme un vide en vous qui demande à être rempli, à être regardé. Vous pouvez pas vous faire ça vous-même, Natacha. Alors, vous me dites que vous êtes gentil avec les autres, que vous êtes à leur disposition, à leur écoute. Alors, tout ce que vous faites pour les autres, vous ne souhaitez pas être votre ami pour vous-même. Alors, vous allez faire route toute votre vie avec vous. Hein. Vous allez rester ensemble. Hein, et c'est toute la vie. Hein. Vous n'allez pas vous quitter comme ça. Non, mais sauf que le problème, c'est que je me dis que mais j'en vaux pas la peine, en fait. Tout simplement, je me dis que voilà. Et vos enfants, qu'est-ce que vous en faites, Natacha? Et si vous le faisiez pour vos enfants? Mais parce que je me dis que finalement, si je suis vraiment comme ça, c'est par rapport à ce qu'il m'a dit la dernière fois, je me dis que mes enfants, ils seront mieux sans moi. Ils seront mieux sans moi, finalement. Non. Parce que je vais les entraîner avec moi. Non, vous n'allez pas les entraîner avec vous, ils ont besoin de vous. Vos enfants, qui sont petits, j'imagine. Hein, le plus grand a 10 ans et la petite a 6 ans. Vous imaginez comme on a besoin de sa maman à cet âge-là. Alors comment vous pouvez dire qu'ils seraient mieux sans vous? Ils sont dépendants de vous, ces enfants. Ce sont vos enfants. Ils ont besoin de leur maman. Mais ils ont besoin d'une maman qui va bien. Ils n'ont pas besoin, en tout cas, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin, c'est qu'ils risquent d'être un peu malheureux de voir une maman malheureuse. Donc, ce que vous n'arrivez pas à faire pour vous-même, quelquefois, ce qu'on n'arrive pas à faire pour soi-même, le déclencheur, à votre âge, quelquefois, c'est d'aller se faire aider pour justement sauver son couple, avoir cultivé une belle relation avec ses enfants. Voilà, tout ça, vous pouvez le faire. Alors, comme vous me dites que vous aimez faire les choses pour les autres, faites-le pour vos enfants et pour votre mari, si vous ne le faites pas pour vous. D'accord. Oui ? Parce que ça va être important. Et quand je vous entends me dire « mes enfants seraient mieux sans moi, n'ont pas besoin de cette maman-là », alors la maman que vous êtes aujourd'hui, la femme qui souffre, pour eux, c'est pas très confortable, on va dire, c'est pas très facile à vivre. Mais au contraire, ils vous aiment comme vous êtes, vos enfants. Ils n'en voudraient pas une autre de maman. C'est important que vous sachiez ça, Natacha. On n'en a qu'une, vous le savez, vous, sans doute, avec votre maman. On n'a qu'une maman dans sa vie. Et on n'a pas envie d'en changer. Sauf que moi, j'ai pas eu une maman à l'écoute non plus. Enfin, oui. Ma mère, j'ai subi des choses au collège, des attouchements, des choses comme ça. Et quand je lui ai dit, ma mère, elle m'a dit, c'est pas grave, ça passera. J'ai pas eu une mère. Vous n'avez pas une mère bienveillante et aimante et protectrice. Vous voyez, c'est une histoire de sécurité, Natacha. Mais quand mes enfants me disent, mon petit garçon, il m'a dit qu'il y avait des enfants qui lui faisaient des doigts d'honneur et qui l'embêtaient en classe.
je l'accompagne au roller le jeudi après-midi avec sa classe. J'en ai parlé à sa maîtresse et c'était réglé tout de suite. Ouais. Quand voilà, je C'est suis, formidable ça, ce que vous êtes en train de raconter, en fait, Natacha. avec mes enfants, enfin, Ouais. mes enfants, je suis une maman poule, je suis une louve, peut-être que je les couche de trop, je Ouais. sais pas, mais Ouais. mes enfants, Vous réparez, c'est formidable. Vous leur donnez ce que vous n'avez pas eu. Et ben alors, vous savez, comme vous leur donnez ce que vous n'avez pas eu, vous allez continuer exactement comme vous faites, comme cette maman, comme vous dites, poule ou loutre. Vous allez prendre soin de vous pour eux. Et vous allez être cette maman que vous avez envie d'être, cette maman à l'écoute, attentive, bienveillante. Et vous le serez d'autant plus que vous aurez créé de la sécurité à l'intérieur de vous. D'accord, Natacha ? D'accord. Natacha se voit comme on l'a vu petite, il y a un auditeur, je lui souhaite d'avoir le courage de faire une thérapie et de réussir à s'aimer. Elle le mérite, c'est sûr. Plein de bises à elle. Véro qui dit que reprenez absolument votre travail d'analyse, vous êtes une belle personne, reprenez ou prenez confiance en vous, courage. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile, Natacha. J'ai vraiment l'impression de traîner un gros fardeau en fait. C'est vrai, Natacha. Mais vous voyez, en imaginant, on va faire un autre scénario que vous ne le fassiez pas. Le fardeau, il va faire que s'alourdir au long des années. Alors aujourd'hui, vous traînez un gros fardeau, demain ce sera un 3,5 tonnes que vous allez traîner. Hein, et dans 5 ans et dans 10 ans. Alors c'est maintenant tout de suite, Natacha. L'image que j'ai, c'est que voilà, en plus je suis en surpoids, j'ai commencé. Oui. J'ai commencé un parcours pour une opération, pour une chirurgie de l'obésité, etc. Et je me dis, mais peut-être que j'en attends trop aussi, mais cette image physique de moi, j'ai l'impression que tout est mêlé, que tout est... Oui, tout est emmêlé. Et Natacha, ok, pourquoi pas la chirurgie, mais le plus important, c'est de soigner votre âme. Vraiment. Alors, il y a Pascal aussi qui envoie un message qui dit Natacha, bon, il faut sortir la tête de l'eau. Hein. Vous allez vous noyer toute seule. Votre mari vous aime tel que vous êtes. Personne d'autre que vous ne pourra rien faire pour vous. Soyez gentil avec vous avant de l'être pour les autres, dit Pascal. Alors, j'espère, Natacha, que vous m'aurez entendu, que vous aurez entendu tous ces messages ce soir. Et que vous allez prendre au sérieux tout ça. Hein. Je vous remercie beaucoup, Sophie, parce que je vous écoute depuis un petit moment maintenant. Ouais. Vous, Caroline, depuis plus longtemps, mais vous, depuis un petit moment. Et j'avais vraiment envie de vous parler à vous parce que vous avez une manière de poser des questions qui fait que ça chemine. Enfin, voilà, j'ai pris une autre... Je vois les choses sous un autre angle, en fait. Formidable. Donc, vous voyez, Natacha, imaginez qu'on est entrouvert la porte ensemble ce soir, juste entrouvert, et vous allez continuer à l'ouvrir, voilà, avec un thérapeute de votre choix, et vous allez continuer sur ce chemin. Et c'est vrai que ça va pas être facile, je vous le cache absolument pas. Oui, ça va vous demander de l'énergie, mais je vous assure, vraiment, pensez à vos enfants, à votre mari, à tout ce qui vous tient à cœur dans la vie, et ça vaut vraiment le coup. Vraiment. D'accord, je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous embrasse, Natacha. C'est très très gentil, merci beaucoup. Oui, courage à vous, je vous embrasse. Merci, au revoir. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Anne-Marie. Oui, bonsoir. Je me permets en effet de m'adresser à vous, me trouvant un petit peu dans le désarroi actuellement, après avoir partagé pendant 4 ans la vie d'une personne qui semblerait, puisque je ne vais pas porter de diagnostic, c'est pas mon boulot, semblerait atteinte de troubles de la personnalité limite, ce qu'on appelle la personnalité borderline. Oui. Alors, il y a 2 faces à mon appel. Le premier, c'est effectivement le retour sur moi-même que je fais après avoir traversé tout ça. Comment est-ce que je m'en sors et comment est-ce que j'y suis allée, si je puis dire. Oui, vous avez raison. Voilà. Et puis, il y a aussi toute une autre partie qui est l'aide à apporter maintenant, après séparation, à cette personne qui est très très isolée, qui a vraiment le moins de monde possible autour de lui, la famille a fui, les amis aussi, il ne reste donc 2 ou 3 personnes autour qui sont conscientes de la situation. C'est une situation qui semble ancienne et familiale, avec des antécédents du côté des parents.
Mais tout le monde est très démuni devant ce type de trouble. D'abord parce que c'est très changeant et que on se dit toujours ah bah non tiens ça va mieux et puis ah bah non tiens ça recommence. Et donc je ne voudrais pas claquer la porte en partant en colère, si je puis dire. De la colère j'en ai pas. On est face à une maladie et on peut pas être malade. Il y a eu un diagnostic, hein, c'est ça? Alors il y a eu un diagnostic en tout cas de dépression. Oui. Puisque actuellement cette personne est suivie par un psychiatre et sous traitement antidépresseur, mais je ne pense pas que le trouble ait vraiment été décelé. Ah d'accord, parce que borderline, vous savez ce qu'on appelle aussi l'état limite. Oui. Et pourquoi limite? C'est parce qu'en fait on est à la limite entre la névrose et la psychose. Et la psychose, voilà. Tout à fait. Alors moi-même j'ai tourné beaucoup autour du pot avant d'en arriver à ce que je vous dis. Oui. J'avais noté tout un tas de troubles qui étaient perturbants. D'accord. Je suis allée chercher du côté parfois de la schizophrénie, parfois de la paranoïa. Ah oui, vous aviez remarqué des troubles, mais vous aviez du mal à comprendre. C'est ça, d'accord. Oui, vers la bipolarité aussi. Et puis je suis allée beaucoup plus loin, chercher sur Internet, parler avec deux amis psychologues et voilà, en étant tombée sur un site là d'une association qui s'occupe des personnes atteintes de ces troubles, ah bah là j'ai dit alors là j'ai tout trouvé quoi, tout y est, voilà. Mais comment pourrais-je moi aujourd'hui aider cette personne? J'entends par là que lui parler de ses troubles, justement à cause de ses troubles, c'est bien difficile. Est-ce que vous dites que la personne a consulté, c'est ça, un psychiatre et qu'il y a un suivi, ça, il y a une prise en charge? Alors, il y a un suivi, tout à fait. Oui. Mais je ne sais pas si on peut rentrer en contact lorsqu'on n'est pas le patient. Le psychiatre, je ne l'ai jamais rencontré, bien sûr. Est-ce que l'on peut contacter un médecin psychiatre pour non il pas vous parlera pas. Non, mais même un proche, non. Non, mais vous n'avez pas à le contacter pour l'aider. Hein. Il est en traitement, si vous préférez. Et vous pouvez continuer à entretenir une relation d'amitié, mais vous n'êtes pas thérapeute. Bien évidemment. Voilà. Simplement, le traitement qui est mis en place est uniquement un traitement médicamenteux. Il n'y a pas du tout de travail thérapeutique de parole. Ça a été refusé par la personne en question. Donc, c'est un petit peu dommage. Dans ce sens-là où je me dis, à mon avis, on piétine beaucoup parce que aussi compétent soit le psychiatre, je l'ai parfois accompagné, la consultation dure 3 minutes, il ressort avec une ordonnance et puis on n'en parle plus. Donc je me dis que ça va bien être difficile pour lui. Puis ces personnes-là qui se cachent à elles-mêmes leurs troubles ont de grandes capacités à les cacher aussi parce que c'est une souffrance bien sûr. Et je suis pas certaine qu'on avance bien vite du côté du médecin. C'était moi dans ce sens que j'aurais souhaité simplement apporter un petit peu d'eau au moulin en le laissant évidemment faire son travail de médecin. Oui, je comprends tout à fait. Donc votre ancien compagnon n'entend pas l'importance d'aller justement parler, réticent. Eh bien, je crois que peut-être que c'est général dans ces troubles-là, la douleur est telle qu'il y a à la fois une conscience du malaise, de la souffrance, etc. Mais c'est tellement énorme qu'il ne veut pas l'affronter. Oui, il y a beaucoup de honte et de culpabilité en fait. Liée donc, à ce comportement. Oui. Voilà, et donc je sens une fuite permanente qui est une sauvegarde, je l'ai bien compris, mais il n'empêche qu'en attendant, on n'est pas sur les bons traitements, probablement, qu'il y a toujours un risque quand même suicidaire dans ce type de pathologie, voilà, et qu'on est sur quelqu'un qui s'enfonce. Et j'ai pas tellement l'habitude de regarder quelqu'un couler sans lui lancer une bouée. Et je ne sais pas quelle bouée lancer. La bouée que vous pouvez lancer, j'ai presque envie de vous dire, elle est presque toute simple, dit comme ça. C'est qu'en fait, c'est important de ne pas baisser la garde, même si j'imagine que parfois c'est difficile, sur la gentillesse en fait, c'est-à-dire sur de la, vous voyez, sur une forme de
de gratitude, d'agissement en tout cas positif, parce que ils perçoivent à fleur de peau tous les agissements négatifs, très net. Voilà, qui les rendent soit très tristes, soit très en colère, avec des passages à l'acte. Et je vous dis ça, pourquoi je vous dis que c'est difficile, c'est que comme ils ont des sentiments qui varient du positif au négatif très rapidement, soit après une déception, soit ils se sentent menacés, soit une perte. Alors j'imagine que là, en fait, si vous êtes séparés, il le vit comme une perte d'estime de lui-même. Absolument. Oui. En plus, c'est un phénomène d'abandon récurrent, qu'il exprime d'ailleurs. Voilà, il y a une peur de l'abandon. Et il aussi entre amour et haine avec vous, c'est-à-dire admiration et colère vis-à-vis de vous, parce que d'un côté, par moment, il vous met sur un piédestal et par moment tout en bas. C'est tout blanc, tout noir, et toute la vie est vue comme ça. Oui, c'est ça qui est très difficile, c'est que en fait, comme il y a une idéalisation, vous voyez, ça peut poser des problèmes relationnels parce que son image de lui-même étant liée à l'image de l'autre, ça passe constamment du positif au négatif. Absolument. Donc pour vous, voilà. Donc quand je dis dans l'attitude, c'est essayer d'être la plus constante possible et prendre des nouvelles. Donc voilà, appelez, prenez des nouvelles, intéressez-vous. Mais là, vous avez mis une distance. Je comprends. Enfin, je trouve ça très 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 beau et très touchant, ce que vous nous confiez en disant moi, j'ai pas non plus envie, de le laisser seul parce qu'il est très abandonné. Donc, je crois que c'est très important que vous soyez là, mais que vous soyez là dans cette posture d'amitié, et de prendre soin, c'est-à-dire de prendre des nouvelles, sans effectivement, s'il veut absolument pas aller en parler. Peut-être d'ailleurs que la constance que vous pourriez avoir dans votre comportement, du coup, peut l'amener peut-être, je dis peut-être, mais il y a une chance, à aller en thérapie, parce qu'il sentira en fait avec vous une forme de sécurité dans la relation, qui lui fera envie probablement d'une sécurité de lien, parce qu'il est insécure dans le lien. Complètement. Comme lui bouge tout le temps, en face, ça bouge tout le temps aussi. Donc, il provoque. Donc, comme maintenant vous avez compris la pathologie, que vous comprenez le fonctionnement. Ça m'aide, moi, à avoir, on va dire, d'abord cette sorte de distance, effectivement. Et cette forme de compassion et de ne pas être dans la réaction. Voilà. Exactement. Il m'est arrivé. C'est très juste, pas l'action, mais pas la réaction. Oui. Il vous est arrivé, pardon Anne-Marie. Il m'est arrivé d'être dans la réaction devant l'incompréhension. C'est normal. Parce que c'est très très perturbant pour l'autre. Et donc il m'est arrivé effectivement d'exploser devant cette incompréhension totale du problème. Avec moi-même mes propres problèmes aussi, voilà, et on n'est pas toujours dans ces moments-là tout à fait juste, mais bon, on réagit avec ce qu'on a. Maintenant, c'est vrai qu'en ayant pris conscience de la maladie, pas porter un diagnostic, mais en tout cas en ayant compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qui donc n'étaient absolument pas voulues de la part de la personne, je peux effectivement maintenant avoir cette relation-là. Oui, peut-être aussi, pareil, toujours pour essayer de l'amener en thérapie, c'est peut-être de mettre des mots sans jugement sur ses comportements, juste lui indiquer ce que pourrait provoquer son comportement, alors même que vous ne réagissez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas du tout. Alors, c'est-à-dire que vous, comme vous dites, vous n'allez pas réagir à un comportement. C'est-à-dire vous essayez d'être le plus neutre possible, le plus dans l'amitié. Mais par contre, peut-être de mettre des mots en disant « Quand tu te comportes comme ça, j'aurais envie de... » Ou par le passé, je me serais vraiment énervée. Mais tu vois, là, je comprends ce qui se passe pour toi. Vous voyez, là, vous créez une vraie distance, mais en étant dans l'empathie. C'est ça, l'empathie. L'empathie, c'est comprendre ce que vit l'autre, alors même que soi-même, on ne le vit pas. Je comprends. On n'est pas en sympathie, on est en empathie. Et donc, en exerçant cet exercice d'empathie, qui est de fait, j'ai envie de vous dire, une posture thérapeutique, mais tout en ne voulant pas le soigner. C'est là où vous n'êtes pas thérapeute, vous voyez, la distance. Et en ne pouvant pas. Bien sûr. Donc, ne pas être dans cette tentation-là de soin, mais être dans la véritable posture de l'amitié. Et justement, je me posais la question de savoir jusqu'à quel point les gens qui sont dans cette souffrance-là, on peut
j'allais dire, les mettre en situation de leur expliquer, pas en miroir accusateur, hein, évidemment, mais j'ai tenté quelquefois, avant de comprendre tout ça, de disséquer un certain nombre de situations dans lesquelles on s'était trouvé, en disant, enfin, voilà, là tu vois bien, ça va pas, c'est pas possible. Et évidemment, j'ai appuyé là où ça faisait mal, et donc j'ai provoqué la réaction tout à fait inverse, qui était de recevoir une attaque. Oui, parce que c'était trop réel. Vous voyez, comme il y a un clivage au sein de la personnalité, quand c'est trop réel, ça disjoncte en fait d'une certaine manière. Ce que je vous propose, Anne-Marie, on s'interrompt pour le journal, mais comme vous aviez aussi deux questions et qu'on puisse aborder l'autre, on se retrouve si vous voulez juste après les informations. Hein. Il n'y a pas de problème. À tout de suite, Anne-Marie. Merci. La libre antenne se poursuit sur Europe 1 en direct avec vous, on s'y confie, on se conseille, on partage les uns les autres ce qui tisse nos vies, on prend le temps pour chercher ce qui peut rendre votre vie plus douce. Alors si ce soir vous avez le cœur gros, la tête emplie de questions sans réponse, appelez-nous au 39 21. Quentin et Corentin sont là au standard pour vous accueillir et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette belle émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Et puis vous le savez, le samedi soir en général j'aime bien introduire le thème de l'amour. Et bien on peut dire que je serai bien dedans demain soir mais ne pourrai le partager avec vous. Je suis comme on dit de mariage et vous serez guidé samedi soir par les bons conseils de Roland Pérez. Je vous retrouve dimanche soir et la saison de sport marquant une pause, nous passerons 3 heures ensemble. L'émission débutera exceptionnellement à 22h10 après le journal. Vos appels sont donc les bienvenus dès 21h au 39 21. Notez bien ce rendez-vous de dimanche soir, 22h10, début de l'émission. Allez, 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Et on retrouve Anne-Marie qui est avec nous juste avant les informations. Oui, elle est là. Bonsoir Anne-Marie. Alors il y a Pascal qui dit quel beau témoignage, belle analyse du mal dont souffre votre amie et je crois que vous allez arriver à l'emmener vers un thérapeute avec toute délicatesse. Bravo, vous dit Pascal. On parlait effectivement, Anne-Marie, de votre amie qui est donc diagnostiquée borderline, est à limite et que un compagnon que vous avez quitté mais avec lequel vous souhaitez rester proche, en tout cas en amitié, en soutien. Voilà, malgré toute la difficulté quand même que ça représente pour moi, parce que ces 4 années ont quand même été, j'allais dire, jalonnées d'épreuves et de complexité, et que, bien entendu, que mon entourage, qui est très gentil avec moi, me dit « mais arrête, coupe tous ces liens, préserve-toi, en restant aidante, tu es toujours dans cette histoire et c'est douloureux forcément. Alors oui, justement, on va peut-être aborder maintenant cette question-là avec vous, Anne-Marie, c'est-à-dire de votre histoire, pour aussi regarder ensemble l'étendue du possible dans la relation que vous souhaitez conserver. Et c'est effectivement très beau. J'attire votre attention sur qu'est-ce que vous allez faire avec vous dans cette relation et peut-être on va repartir un peu en arrière sur ce que vous avez vécu pendant ces 4 années. Une grande question. Ouais. C'est effectivement des relations qui sont très déstabilisantes dans la mesure où la personne en face, ne pouvant pas être confrontée à ces difficultés, vous renvoie automatiquement les problèmes
Et je fais partie des gens qui prennent bien les problèmes. J'entends par là que j'ai moi-même déjà une forte tendance à m'auto-attribuer tout ce qui peut arriver aux autres. Et donc, ce sont des relations qui demandent j'allais dire, une solidité à toute épreuve. Oui, une vigilance de soi, hein, une vigilance de soi. Oui. Ah oui, que je n'ai pas eu toujours et que je n'ai pas encore forcément. Oui. Alors, en ça, de mettre des mots sur un nom de maladie aide un petit peu en se disant c'était pas tout à fait lui. Voilà, oui, donc on parle à travers un filtre. En fait, c'est la maladie qui parle, c'est pas la personne. Oui, vous avez raison, c'est très juste. Ça, je l'ai senti. Il n'empêche que c'est quelqu'un pour qui j'ai eu des sentiments. Il faut donc déjà que je fasse le deuil de cette relation, dans un premier temps, afin de conserver des liens d'amitié. Mais effectivement, le fait de continuer à garder ce lien me fait être toujours dans cette histoire et dans cette inquiétude. Ah bah tiens, ça va un petit peu mieux. Ah bah non, là ça va pas. Oui, parce que je rebondis juste sur quelque chose que vous avez dit. Vous dites il faut. Et alors en plus la phrase il faut que je fasse le deuil de cette relation. Non, soit vous quittez totalement la relation à ce moment-là, ok pour cette phrase-là, mais si vous prenez la décision de rester dans une relation qui va se transformer, c'est-à-dire que vous passez d'une relation amoureuse, en tout cas de compagnons, de vie ensemble, c'est ça que je comprends, à ne plus vivre ensemble, mais vous restez en amour d'une certaine manière, amitié, amour, c'est-à-dire dans le lien. Oui, c'est pas faux. Et donc, si vous vous mettez dans la tête de dire il faut que je fasse le deuil, ça veut dire il faut absolument que je coupe quelque chose. Alors, il y a peut-être pas quelque chose à couper, il y a quelque chose qui se transforme. Et puis, ça veut dire aussi quelle est ma capacité en tant que femme à être dans l'amour avec un homme qui, comme vous dites, est pas tout à fait lui-même parce que transformé par sa pathologie, et en même temps de lui donner, et quelle belle preuve d'amour finalement, dont vous êtes en train de nous parler depuis tout à l'heure, c'est-à-dire cette preuve d'amour de dire mais j'ai pas envie de l'abandonner, de le lâcher, et puis de faire peut-être le pari du soin. Oui, je peux avoir ce comportement optimiste, en tout cas au moins celui d'avoir essayé. Voilà. Là, c'est un petit peu s'il y avait abandon total de ma part. Voilà, c'est un sentiment d'incapacité et de dire je ne peux rien pour lui, c'est trop lourd à porter, c'est trop et ça ne va pas tellement avec. C'est l'incapacité ou c'est l'attachement? Vous placez ça sur le plan de ça va pas avec ma personnalité, je veux pas lâcher parce que je dois être capable de, ou j'ai de l'attachement tel et tant de sentiments pour cet homme qui me touche que je ne me sens pas de le lâcher parce que j'ai juste envie d'être à ses côtés. Écoutez, j'y mêlerai un peu des deux. On va dire 60-40, voilà, j'y mêlerai un petit peu des deux. Ouais. Après, très honnêtement, je vais avancer un peu à petits pas parce que je ne sais pas justement quelles sont mes capacités à gérer cette situation et du coup quel va être l'impact de ce lien conservé sur ma propre vie. Est-ce que ce lien conservé me permettra moi-même de vivre, j'allais dire autre chose, d'être dans ma propre vie tout en conservant ce lien. Je ne sais pas encore. Oui. Alors peut-être qu'on va prendre tout de suite, Anne-Marie, le témoignage et on va accueillir Bénédicte à l'antenne. Bonsoir Bénédicte, vous êtes là? Bonsoir, oui. Et Bénédicte souhaitait intervenir auprès de vous, Anne-Marie, parce que Bénédicte, vous êtes donc atteinte de troubles borderline et vous souhaitiez apporter justement votre témoignage, et je vous en remercie auprès d'Anne-Marie, que ça peut énormément aider de savoir justement comment garder ce lien auquel elle tient. Alors, bonsoir Anne-Marie. Tout d'abord, merci parce que je dirais que c'est vraiment une des rares fois dans ma vie où j'entends une telle délicatesse dans la manière dont on parle de la maladie. C'est la moindre des choses.
aussi bien du point de vue d'Anne-Marie que de Sophie, et puis de compréhension aussi, parce que je me suis beaucoup heurtée à une non-compréhension, non pas de la méchanceté, mais à une non-compréhension, ce qui augmente beaucoup, beaucoup les troubles. Forcément. Et la solitude, et le sentiment d'être abandonné et d'être incompris. Et alors, moi, je peux vous dire un peu ce que j'ai vécu. Quant à dire à Anne-Marie ce qu'elle doit faire ou pas, ça, j'en serais bien incapable. C'est tout à fait autre chose. Mais votre ressenti personnel peut effectivement m'aider à comprendre le ressenti de la personne en face. Oui, et puis la question que se pose Anne-Marie, c'est sa propre limite à elle dans l'accompagnement. Peut-être que vous pouvez également l'éclairer peut-être là-dessus aussi, Bénédicte. Alors, moi, rapidement, j'ai fait un long travail. Et tout d'abord en psychanalyse, qui n'a pas donné grand-chose, mais après en thérapie comportementale. Et là, ça a été vraiment, c'est là que tout s'est déclenché, quoi. Oui, parce qu'on est bien dans une histoire de comportement, c'est très intéressant. C'est uniquement un problème de comportement. D'ajustage, en fait. Voilà. Et avant, il y avait eu des hospitalisations, des trucs qui m'avaient traumatisée. Et en fait, ça ne servait à rien parce que j'avais pas besoin de ça. Et mon médecin me disait qu'en fait, le trouble borderline, c'est avant tout c'est aussi un trouble des émotions. Oui, tout à fait. Voilà. Ce sont les émotions qui sont amplifiées, débordantes. Voilà, qui sont débordantes. Et c'est vraiment, moi, je peux en témoigner, une souffrance, je dirais, au quotidien, parce qu'on ne sait pas, comment je dirais, une simple remarque dite sur un certain ton. Ça peut nous foutre en l'air notre journée. Oui, c'est l'effet papillon, quoi. Voilà, ou foutre en l'air même les 15 jours à venir. Voilà. Et la personne en face se demande toujours pourquoi... pourquoi, dans la mesure où elle n'a pas dit grand-chose, quoi, bien sûr. Voilà. Mais souvent, des fois, je me heurte aussi là, dans mon propre entourage, des fois avec des gens qui ont une manière de parler assez braque. Bon, je me prends les choses en pleine figure. On me dit qu'il faut que je passe outre, voilà. Mais pour moi, c'est pas possible. Parce que c'est ma santé. Mais c'est tout juste pas possible. Et voilà, c'est ça. Et je rentre chez moi avec cette parole dure, et moi, je peux en pleurer pendant 2 heures. Avant de faire l'analyse, elle m'a dit ça, voilà, c'est son tempérament, c'est ci, c'est ça. Et je peux vous demander, Anne-Marie, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte de votre souffrance? Quand est-ce et comment? Ma question est posée pour ça. Est-ce que je peux parler de cette pathologie avec la personne qui en est atteinte? Est-ce que ça ne l'a... voilà, je pense qu'il y a une supplémentaire, et d'Anne-Marie, et à Bénédicte, c'est qu'Anne-Marie nous disait tout à l'heure, Bénédicte, que son ex-compagnon ne souhaitait pas justement se faire aider sur le plan du comportement, il voit juste un psychiatre avec des médicaments. Donc, autre question juste pour compléter celle d'Anne-Marie, qu'est-ce qui a fait le déclic que vous êtes allé prendre soin de vous, aller en travail sur vous? C'est simple, le déclic, c'était la souffrance. Moi, passer plusieurs tentatives de suicide, dont 2 avec coma, la vie n'était pas possible. J'étais dans un état d'angoisse et à certains moments, moi j'avais un trouble tellement grave que ça oscillait. Mon médecin a cru pendant très longtemps que j'avais un trouble bipolaire. Oui, c'est très proche. Oui, c'est très proche, ça peut être très proche. Et c'est qu'après, donc j'ai été soignée pendant de nombreuses années pour un trouble bipolaire. Et là, je me suis aperçue, en même temps que mon médecin, quasiment, pendant une période de vacances, que je n'étais pas atteinte de ce trouble, parce qu'en fait, les moments où je tombais, en dépression, c'était pas des périodes régulières. Vous voyez, dans un trouble bipolaire, on va être 3 mois en haut, voilà, après on va être dans un état d'excitation, puis après... Mais moi, j'avais toujours un élément déclencheur. Voilà, une personne qui m'avait dit une parole comme si, par exemple, quelque chose dans ma vie qui s'était passé, une annulation d'un projet ou de quelque chose qui me tenait à cœur, et là, paf, ça me met par terre, et il me faut du temps pour me remonter avant de me dire, c'est pas la terre qui s'effondre, c'est simplement un événement
Bon. C'est ça. Et Anne-Marie, vous donc, pensez... Bénédicte, si je comprends bien, que je peux, alors évidemment avec toutes les précautions d'usage, en marchant sur des œufs et sans être dans le tu qui tue, mais plutôt dans le je m'inquiète pour toi. Je suis allée chercher un peu des informations. J'ai trouvé que un certain nombre de choses pouvaient me faire penser à ce que tu pouvais vivre. Vous pensez que je peux lui parler de sa souffrance? Je suis pas dans la peau de cette personne. Oui, évidemment. Comment vous dire? Mais on vous a parlé, en dehors des thérapeutes dont c'est le boulot, bien sûr, mais d'autres personnes proches de vous vous ont parlé de leur propre malaise, en fait, face à ça? Non, jamais. En fait, je suis tombée dessus un peu par hasard. Et en fait, la manière dont je l'ai découvert... En fait, je cherchais un livre pour les vacances, voilà, et je me suis trompée de rayon. Au lieu d'aller au rayon psy, je suis allée au rayon médical. Enfin, je suis une infirmière voilà. Et je suis tombée sur un bouquin qui s'appelait Le trouble de la personnalité borderline. Et je n'avais jamais entendu parler de ça, jamais. Et donc, je l'ai pris pour lire en vacances. C'est beau le hasard quand même. Hein? Oui, non, mais ça n'existe pas. Bien sûr. Et quand j'ai lu ça, mais j'en étais retournée parce que c'était ma vie, c'était ma manière dont je fonctionnais. Donc, moi, je serais plutôt d'avis de laisser un bouquin traîner. Alors, je me suis posé la question, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de littérature sur le sujet, et je me suis posé effectivement la question de... Alors, traîner, c'est difficile, puisque nous ne partageons plus notre vie, mais d'effectivement proposer un livre en disant, voilà, j'ai lu ça, qu'est-ce que tu en penses? Je vous arrête, Anne-Marie, parce que j'ai l'impression que, vous voyez, j'entends beaucoup de volonté de votre part quand même, de le mettre en conscience de ce qui lui arrive, alors que ce que nous dit et ce que je comprends, et Bénédicte, vous m'arrêtez si c'est pas ça, mais moi ce que j'entends, c'est que le déclencheur de votre souffrance personnelle, d'être face à votre souffrance, c'est ça qui vous a emmené à vous soigner. Et peut-être que tant que Anne-Marie va trop lui tenir la main d'une certaine manière, vous voyez, il va pas être face à sa souffrance, ou pas suffisamment, et c'est peut-être ça à vous entendre, alors sans effectivement aller trop loin, parce qu'effectivement il y a un risque suicidaire, mais vous voyez, c'est cette comment dire, ce curseur qu'il faut arriver à mettre au bon endroit, parce que quand j'entends Anne-Marie qui dit je pourrais lui envoyer ça, lui donner un article à lire, vous allez finalement jouer un peu son thérapeute, alors qu'il n'est pas encore suffisamment, bizarrement, en souffrance pour déclencher ce qu'a déclenché Bénédicte. Je dirais, on peut pas vouloir, on peut pas guérir les gens contre leur gré. Bien sûr, il faut attendre qu'il y ait une demande de ça. Et que moi j'ai toujours voulu m'en sortir, et que je me suis battue pour m'en sortir. Et s'il n'y a pas ce désir au fond de lui d'aller parler, c'est jamais les médicaments qui vont guérir un trouble borderline, jamais. Bien sûr. Merci à vous, Bénédicte, de nous avoir appelé pour apporter vraiment, c'était passionnant votre échange. Il y a Pascal qui dit merci à toutes les deux surtout, pour votre échange. Donc c'est formidable. Je prie tous les auditeurs, quand vous voulez réagir et que vous avez comme Bénédicte un éclairage à apporter, c'est très aidant et très intéressant. Bien sûr, ce que j'en retiens en tout cas, c'est que je vais peut-être essayer de rester là, de dire je suis là. Quand tu as besoin, je suis là. Mais de ne pas être trop dans l'interventionnisme, on va dire. Voilà. De conserver effectivement, il y a toujours un lien, je suis là, mais que ce ne soit pas moi qui provoque des choses, que je peux répondre à la demande si demande il y a. Voilà. Exactement. C'est peut-être là la solution. Merci à vous, Anne-Marie. Merci de votre aide. Merci pour votre témoignage également très intéressant. Il y a Jeanne qui dit mais quelle lucidité, Anne-Marie. J'envie vos proches de qui vous devez certainement prendre un très grand soin, dit Jeanne. J'essaye. Merci de votre appel ce soir. Au revoir, Anne-Marie. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi très bien, et vous? Écoutez, très très bien. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne et merci pour cette prise de parole. Je voulais parler de solitude ce soir. C'est un aspect de la vie, je pense, très très répandu, malheureusement ou heureusement.
Mais aujourd'hui, elle a pris, je pense, plus d'ampleur par rapport à tout ce qui nous arrive dans nos vies à tous. Je pense que ça mélange toutes les générations, qui sont aussi tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui va être Internet, et qui permet normalement à la base de pouvoir parler même avec quelqu'un qui est situé à l'autre bout du monde, comme si elle était à côté de vous. Oui. Et vous vouliez parler donc d'isolement, finalement, Mathieu. C'est ça ? Voilà, c'est-à-dire que le problème de la solitude n'est pas nouveau. On peut être isolé parce que à la base on vit dans un endroit qui est isolé, et ça c'est pas de notre faute, c'est pas ça peut être subi ou vécu. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense, à la force de partager des choses sur un écran, ne vous permet pas de regarder pendant ce temps-là une personne dans les yeux. Et c'est vrai qu'en général, et travaillant dans ce type d'entreprise, c'est leur souhait aussi, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la solitude devient une entreprise, et c'est là où j'aimerais. Vous voulez dire qu'on en tire profit d'une certaine manière, c'est ça que vous voulez dire ? C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu, je pense qu'en quelques années, ça mange vraiment beaucoup de la vie de personnes, de toutes les générations, vraiment. Je pense que du moment que vous avez un profil à vouloir partager quelque chose à travers un média, à travers que vous pouvez le faire par exemple comme la radio, qui est un merveilleux moyen et qui existe depuis très très longtemps et qui est suffisant, je pense, qui a été suffisant pendant très longtemps et qui restera à vie. Donc Internet, il faudrait le travailler de cette manière. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc c'est vrai que je voudrais juste faire passer le message, même si c'est un petit peu facile, même si on en parle très très souvent aujourd'hui, mais de se rendre compte que de passer du temps sur un écran, c'est vous respirez en même temps que vous passez des minutes de votre vie. Donc à moins que ça soit vraiment nécessaire et que ça soit quelque chose qui doit être c'est une histoire d'équilibre en fait, Mathieu, c'est-à-dire que l'écran mais ne pas négliger effectivement les vraies rencontres et les moments de partage face to face, je dirais. Cela peut en provoquer, bien entendu. Oui, il y a les sites exactement. de rencontres, tout ça. Je suis vraiment pour ça parce que je pense que ça a aidé beaucoup de gens. Mais voilà, il faut essayer que, je pense, chaque personne à un moment arrête l'écrit, par exemple, et dise bon, on passe le pas ou pas. On se rencontre, par exemple, pour les sites de rencontres, qui est l'objectif. Voilà, exactement. Tout à fait. Ou même, dans la vie de tous les jours, je pense qu'on peut avoir des échanges avec des personnes dans la vie qu'on aurait rencontrées avant. Parce que à un moment, c'est très bien les lettres, c'est très bien le téléphone fixe, mais à un moment, on provoquait la rencontre. Ouais. Forcément. Il y a aussi finalement, en vous écoutant, je suis en train de me dire que c'est vrai que via les écrans, ça peut engendrer une certaine timidité du lien social, c'est-à-dire on n'est pas du tout timide face à un écran et on peut faire plein de rencontres et se dire plein de choses et remplacer finalement cet écran, l'écran remplace la vraie rencontre et on développe on va dire une sorte de timidité ou de retrait social qui mène à l'isolement. Et c'est ça le danger, on se croit relié, finalement on s'isole. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est comme une maladie qu'un jour on vous dit vous l'avez. C'est ce que vous vivez, vous, Mathieu, parce que vous nous appelez pour en parler. Vous parlez de vous, là, quand vous dites ça ? En fait, le double, oui. Alors, par rapport à moi, effectivement, oui, tout à fait. Mais en même temps, comme je le précisais juste avant, je travaille pour une de ces compagnies qui a un réseau social, qui est un réseau social et qui prône ce genre de choses. Mais je vais vous prendre un exemple. Tout à l'heure, j'ai entendu dans votre libre antenne que vous allez participer à un mariage. Oui, écoutez, exactement. Sur notre réseau à nous... Je ne vais pas participer, je vais y aller. Voilà, vous allez y aller, vous allez participer à cet événement. Et voilà, nous, après, le but, c'est que, après, si vous êtes sur notre site, vous avez fait des photos, vous allez faire un petit texte avec cette photo. Non, je ne le ferai pas. Vous voyez, vous ne le ferez pas. Non. Voilà, vous voyez, mais ça, c'est l'idée première de ce site. Parce que je n'y mettrai pas ma vie privée. Voilà, c'est le partage de la vie privée et c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui ont oublié ça. C'est qu'à la base, le business maintenant de ces entreprises, ce n'est plus de vouloir justement que vous partagiez ces moments.
Alors qu'à la base, c'était ça l'idée. Ce que dit Jeanne, et je la rejoins là-dessus, elle dit la question n'est pas le moyen, mais la manière dont on s'en sert. Et c'est ça que vous êtes en train de dire. Parce que finalement, le moyen en tant que tel, il est plutôt chouette. Il nous permet, même la page Facebook de la libre antenne du week-end me permet de partager plein de choses avec les auditeurs. Donc en cela, c'est vraiment très riche d'échanges d'ailleurs, et d'échanges entre les auditeurs qui écrivent des commentaires. En revanche, effectivement, tout est dans l'art et la manière. Qu'est-ce qu'on en fait ? Où est-ce qu'on place la limite ? C'est l'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que ça soit utile. Il faut que ça soit utile à votre personnalité, à la façon dont vous voulez évoluer, comme si vous alliez dans la vie entamer une action qui va vous mener quelque part. Exact. Donc il faut que ça reste une action qui mène quelque part. Oui. De vous détendre, par exemple, de regarder des vidéos, c'est très très bien, mais il faut pas juste rester pendant des heures sans but. Oui, et en fait, Mathieu, vous êtes en train de parler de quelque chose de très intéressant. Vous êtes en train de parler de l'intention qu'on a quand on fait quelque chose. Dans quelle intention on est quand on partage, quand on poste. Vous voyez, que ce soit pas juste émotionnel, mais qu'on le fasse en toute conscience, de dire quelle est mon intention en fait. Qui me guide. Exactement, de se rendre compte que quand on est sur un site, même derrière un écran, et qu'on a des actions sur notre vie, numérique maintenant, parce que effectivement, on peut parler quand même d'un double, d'un double que l'on ne connaît que par nos actions. On est comme si on marchait dans la rue. Il faut quand même s'en rendre compte. Même si c'est une vie numérique, elle a pris quand même une importance. Elle a pris une dimension qui a changé la vie de certaines personnes, qui a détruit la vie vraiment d'autres personnes. Et il faut se rendre compte que maintenant, ça fait quand même des décennies que cela existe, que ça a évolué et que ça a imprégné même les plus jeunes enfants maintenant qui sont sur ces techniques très très jeunes. Donc il faut se rendre compte que maintenant, ça fait partie de la vie réelle. Et donc, ce n'est pas un jeu. Se poser la question de l'usage qu'on en a finalement. Exactement. Donc, d'en être conscient. Et je pense qu'à partir de là, Internet est aussi merveilleux que un bel outil. De marcher et de regarder c'est un le outil. ciel. Mais voilà, exactement. Mais il faut se rendre compte que maintenant, c'est aussi la vie réelle et qu'on ne peut pas malheureusement s'en passer d'une manière ou d'une autre. Donc, avoir la conscience de son utilité. Je pense fera grandir aussi cet outil qui est quand même merveilleux, effectivement. Mathieu, comme vous le disiez, de partage. Vous souhaitiez nous faire une mise en garde en fait ce soir dans la libre antenne. Replacer, resituer, recadrer comme on dit, redonner du cadre. Comment vous dire, c'est que même moi qui travaille pour une compagnie comme ça, je me suis laissé naturellement prendre à ce jeu-là à un moment, et cela m'a fait perdre sûrement certains moments et ne pas en gagner d'autres, si vous voulez. Donc au final, donc si vous voulez, parce que c'est vrai qu'il y a un côté très addictif. On se plonge dedans puis on voit plus le temps passer et du coup on lit plus un livre. Mais exactement. Parce qu'il y a un côté ludique. Même si vous le voulez pas. C'est facile. À un moment, ça peut arriver. Vous avez raison. En fait, c'est facile et voire un peu amusant d'ailleurs. Et donc, du coup, c'est un peu une fenêtre ouverte sur le monde ou sur les autres. Et on s'amuse. Un peu comme si on se baladait dans un chemin en se disant, tiens, qu'est-ce que je vais découvrir? Tiens, je vais aller voir. Ça excite notre curiosité, en fait. Exactement, mais au bout d'un moment, quand vous avez pris à droite, à gauche, encore à droite et à gauche, vous ne savez plus quand vous retournez, et voilà. Et puis surtout, on sait plus ce qu'on a vu. Le petit poussé, des fois. Le petit poussé. En tout cas, avoir des étapes, en tout cas, avoir des repères. Des jalons. Parce que, je pense qu'il y a eu, en plus en France, malheureusement, il y a eu c'est pour ça que je voulais faire cette mise en garde ce soir, parce qu'on est arrivé au summum, je pense, il y a 2 semaines, par rapport à une adolescente qui a fait, je pense que ça. Oui, vous avez raison, j'ai vu cette histoire dramatique là. Et c'est fait consciemment, c'est-à-dire que c'est pensé, c'est voulu, c'est réfléchi, c'est organisé. C'est une véritable tragédie. Et au final, c'est réalisé, c'est ça le problème. Donc il faut vraiment avoir la conscience. Mais à tout âge, je parle pas juste que des jeunes, plus jeunes vous avez qui nous raison. écoutent, qui sont généralement la tranche d'âge qui est la plus touchée par l'habitude des réseaux sociaux, mais vous pouvez avoir des personnes de toute génération et de tout âge. Du moment que vous savez tapoter sur
un écran, Ouais. franchement, voilà, au bout d'un moment, tout le monde sait le faire, donc c'est ça qui... Mathieu, il y a un auditeur justement qui envoie un message pour dire voilà, je sors, je me sers d'Internet, je suis en couple avec des enfants et je me sens seule car la solitude vient souvent aussi de la méfiance et on vit dans la peur et la méfiance de plus en plus. On se sent dévoilé, on a le sentiment qu'on se dévoile plus et on ne supporte plus grand-chose entre effectivement à la fois ce côté dévoilé par écran et en même temps la méfiance de l'autre dès qu'on est en face à face. On ne sait plus faire avec l'autre. Tant que c'est pas une image et un écran. Le problème, c'est qu'après dans le social life, donc le vrai, la vraie vie, et pas le réseau social, Voilà où c'est pour ça que je prône toujours même de parler de vive voix au moins, même si vous êtes au téléphone, c'est toujours mieux. Il faut un moment briser certaines chaînes. Parce que après, quand vous êtes vous dans votre vie quotidienne et que vous marchez dans la rue, vous avez une autre vision qui n'est pas celle du réel parce que vous avez passé 4 heures devant un écran. Et ça, voilà. Ou alors regarder un bon film, des fois c'est bien, c'est déjà plus constructif que de rester des heures. Oui, parce qu'il y a une histoire sur un site où vous savez même pas pourquoi vous y allez. Bien sûr. En fait, vous vous dites inconsciemment, mais pourquoi j'y suis? En fait, finalement. Il y a Valette Cœur qui dit une fenêtre sur le monde, une fenêtre ne fait pas notre maison intime. Vous prêchez un converti, vous dit Valette Cœur. Et puis il y a Écureuil qui parle d'un livre sur le sujet, peut-être vous le connaissez, moi je l'ai pas lu, de Marc Duguin, La dictature invisible du numérique. Vous l'avez lu, Mathieu? Exact, oui, tout à fait. Et vous nous le recommandez? Oui, moi j'aime bien Marc Duguin. Très très bon conseil, vraiment. Mais après là, c'est une vision aussi, voilà, de tout ce qui est aussi le monde en globalité. Là, je parle vraiment de la conscience quotidienne. Justement, faut pas se mettre la pression avec Internet. C'est ça. D'accord. Alors, et vous voyez en même temps pendant notre échange, les messages arrivent, Mathieu, et là, c'est un autre auditrice qui j'ai ouvert un compte fan sur un réseau social qui m'a permis, sans que je m'en doute, en m'y inscrivant, de rencontrer une dizaine d'autres fans avec qui je suis aujourd'hui extrêmement proche, et l'une d'elles est même devenue ma meilleure amie. Et ben voilà, justement, un merveilleux exemple que cette personne avait un but. C'est-à-dire qu'elle est fan d'une artiste. Elle a voulu vraiment aller sur un site pour s'inscrire, pour rencontrer des gens. Et du coup, il y a une passion commune, vous avez raison. Voilà, il y a un but. Il y a un but. Merci Mathieu de nous avoir rappelé ce soir. C'était très intéressant cet échange. Et vraiment, je vous remercie pour votre mise en garde, on va dire votre cadrage, j'aime bien ce mot-là. Merci à vous Mathieu. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci. Au revoir. À vous aussi. Merci, au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir Fanfan. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. J'ai la gorge un petit peu nouée. Cassée. Oui, nouée, on va dire. Oui. Et également le ventre, les tripes, on va dire aussi. Ça me prend les tripes, comme on dit si bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous prend les tripes? Alors, qu'est-ce qui me prend les tripes? C'est une histoire de 5 années d'une connaissance d'une amie, je dis bien une amie, qui a la profession de la psychiatrie. Et donc je me sentais effectivement en bienveillance avec elle, sachant que elle avait tous les mécanismes pour rendre bien l'autre et aussi permettre de faire évoluer aussi l'autre. Voilà. Ouais. Alors, donc c'est une amie qui est psy, hein, c'est ça, mais c'est une amie, c'est pas votre psy. C'est pas ma petite amie. Non, j'ai bien compris, je dis c'est votre amie qui est psy. Hein, oui, elle est par ailleurs psy, voilà. C'est mon amie. Ouais. Et donc en fait, elle devait partir en vacances et passer par chez moi. Et en fait, on s'était jamais vus. C'est ça le pire. Mais c'était une amie quand même. Ah, attendez, vous êtes jamais vus, mais c'est une amie quand même, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a tellement partagé au niveau des écrits, au niveau de l'oral. Par Internet, justement? Non.
Non, Non. pas qu'Internet. D'accord. Et en vous appelant au téléphone. Donc vous êtes en train de dire que vous avez... Il y avait une autre manière aussi. Vous avez lié un lien d'amitié avant même de vous voir. C'est ça que vous nous dites là. Voilà, d'accord. Tout à fait. Et moi, effectivement, je voyais bien que c'était virtuel, mais comme je me disais que c'était une psychiatre, elle devait connaître les dangers de cette relation-là. Bon. Pourquoi il y aurait des dangers de la relation si... Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Pourquoi c'est dangereux d'être en relation avec vous? Non mais vous voyez, c'est quoi les dangers de la relation? Non, mais... Oui. Non, c'est pas ça. Je veux dire, c'est pas dangereux d'être avec une. Ce que je veux dire, les dangers de vivre une amitié virtuelle. C'est pas évident, quoi. Je vais vous dire pourquoi je dis ça, parce qu'à un moment, ça a été tout un cinéma pour se voir, quoi. Elle me disait, je te vois pas. Moi, j'avais parlé, effectivement, j'avais écrit un texte sur le fait de recevoir les gens chez soi, que on n'ouvrait pas seulement la porte d'entrée, mais qu'on ouvrait énormément de portes de chez nous, quoi. C'était les portes de rire, de sourire, de tristesse, etc., et de malheur également. Donc, elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle me trouvait bizarre. Je suis vraiment désolée, j'ai la voix qui sort pas. Non, mais on vous entend bien, il n'y a pas de problème. Et donc, elle a commencé par vous dire qu'elle vous trouvait bizarre. Hein, c'est comme ça que ça a commencé? Oui. Qu'elle me trouvait bizarre au moment où, justement, il y avait le fait de vouloir se voir. À ce moment-là, elle me trouvait bizarre. Ah, parce que vous avez dit ce serait bien qu'on se voit. En fait, c'est elle qui m'avait dit on va se voir puisque je suis près de chez toi, je passe. Mais bon, 300 kilomètres, c'est pas près de chez moi, mais bon, c'est pas grave. On va dire qu'elle pouvait faire un détour. Donc, je lui dis ok, viens. Et puis moi, à ce moment-là, donc je fais un écrit effectivement en parlant de que bon. Et quand effectivement je parlais de ces ouvertures de portes, elle me dit oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Moi, ma culture est différente. Tous les étrangers rentrent chez moi. Enfin, avant chez moi, les étrangers rentraient. Ils venaient manger, dormir, etc., etc. Je dis ah bon, je vais être à côté de la plaque. Alors, donc, voilà, tout se passe. J'ai pris quelques notes parce que c'est tellement... Oui, c'est un peu confus, là. Oui. C'est tellement... Oui, mais pour nous, c'est un peu confus à écouter, du coup. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, les échanges avançant avec elle, vous avez fini par vous sentir pas bien, hein, c'est ça? Oui, alors, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a fait on va dire, je considérais ça comme une séance. C'est-à-dire que je me suis sentie vraiment comme une patiente. Je vais vous dire pourquoi je me suis sentie comme une patiente. Donc, elle m'a demandé d'être sincère, d'être totalement moi-même, que ma situation actuelle, c'était pas une situation qui était supportable, que avant j'étais chef d'entreprise et RH, et maintenant elle me dit, alors que je suis handicapée, hein, j'ai eu un accident de vie, elle me dit oui, mais t'es pas handicapée. J'ai dit si. Si. Si, je suis handicapée. Oui, mais... alors bon, c'est vrai que ma situation est temporaire, c'est compliqué en ce moment, parce que j'ai une maison en région parisienne, et actuellement, je suis dans une maison, la maison de mon papa, qui n'est plus là d'ailleurs, qui est parti au ciel. Mais donc, je suis dans cette maison-là provisoirement, parce que j'ai ma maison qui...
Ouais, alors. Je veux dire qui dégringole, vous allez dire comme moi. Non, enfin, ma maison, à cause du voisin, est en train de... Il y a pas mal de soucis. Donc, mais là, vous partez sur votre maison. Donc, on va retourner peut-être dans votre relation donc avec cet ami. Bon, voilà. Alors, donc, ce qui m'a fait très, très mal, en fait, c'est qu'on me dise, moi, ce que j'ai reçu d'elle, que, en fait, je n'étais plus rien, quoi. Alors que je supporte tout à fait ma situation parce que je dessine, je peins, je fais des tas de choses, j'écris, je chante. Oui, moi ce que je comprends dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, elle s'est permise de vous dire des choses sur vous alors que finalement vous connaissiez, on va dire, relativement peu. Il s'était noué un lien d'amitié, voilà, par des écrits, par du téléphone, mais elle s'est permise de vous dire des choses sur votre façon de vivre, sur qui vous êtes, sur votre personne. Et comme elle a cette fonction-là de psy, par ailleurs, vous êtes dit, c'est un peu, j'ai envie de dire message d'évangile, entre guillemets, enfin, vous avez pris ça très au sérieux, à peu près sans filtre, alors qu'il y a sans doute un sacré mélange entre la fonction et la personne. La question, Fanfan, c'est pourquoi, vous voyez, ça vous atteint à ce point-là alors que c'est quelqu'un finalement de pas si proche. Pourquoi elle arrive comme ça chez vous, à l'intérieur de vous-même, elle débarque et elle met un peu le foutoir. Vous voyez, comment vous lui permettez finalement d'une certaine manière de mettre tout ce foutoir chez vous? C'est vrai que j'ai pas vu qu'elle était très intrusive par rapport à moi. Oui, je comprends. Ouais. Je l'ai pas vue. Oui, pas tout de suite. Surtout comme vous étiez assez intéressé intellectuellement, je pense, et intrigué. Peut-être vous avez eu des beaux échanges écrits sur cet aspect psy justement, et ça vous a intéressé. Et du coup, la frontière. Non, pas forcément intellectuellement. C'est plus, comment dire, dans la profondeur de l'échange, de l'être, de l'être humain, quoi. Oui. Plus que dans sa connaissance. Mais en même temps, elle a passé insidieusement, presque, certaines barrières sur vous, tout d'un coup, en déboulant un peu à l'intérieur. Alors il y a Pnop qui dit elle ne la connaît pas, elle l'a à peine vue, et en même temps elle se confie beaucoup. Pourquoi tenir à cette relation, demande Pnop, pour vous? Je me demande. Oui, parce que ça vous a mis complètement par terre. Vous dites, voilà, ça m'a rendu malade. Là, vous en appelez pour en parler. Vous continuez à la voir ou pas? Je ne l'ai pas, là. On s'est totalement fâchés. Oui. Moi, ça m'a tellement... oui, ça vous a... je me sentais dans un état de destruction. Oui, c'est ce que j'entends. Moi, quoi. J'en veux pas de ça. Et comment ça, Fanfan, vous qui vous connaissez un peu, qu'est-ce que vous comprenez de par où elle est passée d'une certaine manière, de ce que ça vous a fait, comment vous arrivez à expliquer ça, d'après vous? Qu'est-ce que j'ai trouvé de ressemblant, elle? Non, comment? Non, enfin c'était pas ma question, mais elle est peut-être là votre réponse. Peut-être que vous êtes senti dans des ressemblances. Ma question, c'était comment se fait-il d'une certaine manière, avec la connaissance que vous avez de vous-même, que elle vous ait atteint, vous voyez, de façon aussi profonde. Alors c'est peut-être aussi comme une âme sœur, une question de ressemblance, et vous aviez tellement fusionné dans ce côté âme sœur que ça vous blesse d'autant plus. C'est peut-être ça. En fait, vous avez une confiance tellement absolue, non? Peut-être. Non, parce qu'en fait, elle a tendance d'être toujours en binôme, quoi. Je lui disais souvent, mais tu es telle personne, tu n'es pas telle personne plus une autre personne. Donc le fait, en fait, ce qui m'a fait c'est qu'en fait, elle est dans le déni de qui vous êtes. La personne que tu es, en fait, tu te trompes, tu n'es pas cette personne-là. C'est ça qu'elle vous renvoie comme message? Non, ce qu'elle me renvoie comme message, c'est que elle a besoin d'être en binôme avec quelqu'un pour réagir, quoi. En fusion. En fusion. Et je me suis rendu compte qu'en fait,
je n'étais peut-être quelque part pas la seule, hein, et que d'autre part, elle a raconté des choses sur moi qu'elle n'avait pas à raconter. Mais à qui? Vous avez un réseau commun? Et elle m'a dit, je ne dirai rien, pas le secret professionnel. Mais à qui? Attends. Ah, elle aurait parlé de vous à des confrères, c'est ça que vous voulez dire? Non, à des... À qui? Vous avez des amis en commun? Des amis. Ah, que vous avez en commun? Non, quelqu'un que je ne connaissais pas bien. Oui, mais ça vous a été désagréable. C'est fort désagréable. Oui, c'est très intrusif. Quand on se vide complètement à quelqu'un, quand on arrive à en pleurer, où elle me disait mais sois sincère, arrête de faire le clown, c'est pas toi, tu as des souffrances en toi. Ouais, mais vous voyez, Fanfan, il y a vraiment beaucoup d'intrusion, un peu comme si elle vous disait qui vous deviez être et que qui vous êtes actuellement n'est pas tout à fait qui vous êtes. Vous voyez, c'est quand même pas très autorisé ce genre de comportement, même de la part d'un thérapeute. Alors c'est ce que dit Pascal. Hein. Si cette relation vous est toxique, vous coupez court à tout, Fanfan. C'est vous qui attendez, Fanfan. Je termine le message de Pascal. C'est vous qui l'avez autorisée à rentrer, donc autorisez-vous à la sortir de votre vie. Sophie, il n'y a pas du tout de problème pour que je puisse arrêter la relation. Le problème, c'est ce qui me reste là actuellement, qui est douloureux. C'est pas je sais ce qu'il faut faire. Je sais comment mais c'est ce qui reste qui est douloureux. C'est ce qui reste. C'est tout de suite là maintenant. Combien de temps ça va durer? Je sais ce que j'ai à faire. Mais... Oui, alors si vous savez ce que vous avez à faire, vous savez aussi d'une certaine manière ce que vous avez à en penser. Mais qu'est-ce qui fait que c'est encore douloureux? Pas tout. Et alors, qu'est-ce qui fait? Voilà, alors qu'est-ce que ça touche qui fait que c'est encore douloureux? Là, au moment où on se parle, qu'est-ce qui est douloureux? Qu'est-ce qui résonne encore en vous et qui fait que c'est douloureux? Il y a du poids, vous accordez du poids à ce qui a été dit? Ça vous a mis en doute? Vous vous dites, et si elle avait raison? Et s'il y avait des choses que j'avais pas vues sur moi? Il est évident. C'est le crédit. Il est évident que ma vie est différente. Oui. J'étais très très épanouie dans ma profession. Oui, donc elle a touché des choses sur vous qui vous ont déstabilisé. J'adorais marcher, j'adorais danser. Je suis une ancienne danseuse. Alors, vous imaginez tout ça. Oui, vous avez un problème au pied, je crois. Hein, c'est ça? Oui, j'ai un pied terriblement coupé. Et j'ai une jambe qui est complètement abîmée. Oui, donc c'est une assise. Vous perdez une assise. Vous perdez une racine. Comment? Vous perdez une assise. C'est très... Non seulement, bien entendu, physiquement, c'est très douloureux, mais symboliquement, c'est terrible par rapport à votre vie. Donc c'est forcément très douloureux. Il n'y a pas eu que ça, mais je vais pas étaler tout. Mais alors il y a Fanny qui dit, Fanny dit allez en parler, Fanfan, si c'est douloureux. Et si vous alliez en parler pour le coup à une thérapeute, vraiment, pour tout de ça, vrai. je le sais, je vous le sais faites, d'accord. Que c'est pas la radio qui va me... Je connais, j'ai fait une analyse, je sais très bien. Elle a sans doute touché. J'avais besoin, d'en je parler. sais pas, comme je vous écoutais. Oui, c'est gentil. J'avais besoin d'être un peu rassurée, peut-être. D'être rassurée et de savoir que tous les psys ne sont pas sont pas fous. Vous me faites rire, Fanfan. Je rigolote par moment. Ouais, on va terminer là-dessus. Fanfan, prenez soin de vous et puis regardez, peut-être elle a touché des endroits un petit peu fragiles, hein, ça peut arriver. Et en même temps, vous savez qui vous êtes et vous vous respectez et ça je l'entends. Et c'est ça qui compte. Je vous embrasse, Fanfan. Merci vraiment du fond du cœur de nous avoir appelés. Prenez soin de vous. Au revoir, Fanfan. Au revoir. Et puis, nous, on se retrouve dimanche soir. N'oubliez pas, 22h10, début de l'émission. On aura 3 heures ensemble. Demain soir avec Roland Pérez. Je penserai fort à vous et je termine par Vive les mariés. Enfin, ils seront mariés demain soir. Allez, je vous embrasse. Il est 1h. Passez une belle et douce nuit sur Europe 1 et faites de beaux rêves.